Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un risque élevé d'effondrement des immeubles suscite une grosse frayeur et une panique générale dans le 5e arrondissement de Douala. Un bâtiment s'est brusquement incliné sur un autre et le pire pourrait arriver à tout moment, au grand désarroi des occupants de différents appartements n'ayant nulle part où se réfugier. Plus de 3 jours après le cri de détresse, rien n'a été fait pour sécuriser ces familles et protéger le voisinage d'une menace grandissante. Enquête exclusive à suivre en ouverture de ce journal. Les répercussions économiques de la crise sanitaire se font de plus en plus ressentir chez les consommateurs et des entreprises camerounaises. Les prix des intrants et matières premières ont flambé sur le marché international. À cela s'ajoute le coût élevé du trafic maritime, une situation de plus en plus intenable. Nous ferons le point sur ces conteneurs qui sont indisponibles et rares sur le continent africain. Nous en parlerons dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Cela fait 3 jours que des Camerounais ont lancé un cri d'alerte sur des immeubles qui menacent de s'effondrer dans une banlieue du 5e arrondissement de Douala. L'immeuble s'est incliné, à la peur suscitant la frayeur parmi les occupants de ces bâtiments, mais rien n'a été fait jusqu'ici pour les sécuriser et protéger le voisinage. Ce sont quelques occupants qui essayent tant bien que mal de déménager, redoutant que l'immeuble pourrait s'écrouler à tout moment. Comment en est-on arrivé là? C'est une enquête exclusive signée Steve Eboulet, Cédric Ding et Dallas Kana. Dans les marches d'un immeuble de 3 étages situé au quartier Logbessou, Geoffroy se démène pour faire descendre son canapé. Comme lui, ils sont plusieurs depuis quelques jours à fuir le bâtiment. Et pour cause, à côté de lui, un autre bâtiment de même calibre s'est incliné d'environ 10 degrés, causant l'effroi chez tous ses résidents. Nous avons entendu un grand bruit. L'immeuble menaçait de s'effondrer. Là, on essaye de retirer nos affaires. Parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Les secousses se sont faites ressentir vendredi dernier. Les habitants se sont enfuis, abandonnant certaines de leurs affaires sur place. Les maçons arrivés sur les lieux le jour suivant sont à pied d'œuvre. Comme Bertol, ils sont plusieurs à travailler sans aucune protection. Bon, honnêtement, ça nous fait peur. Mais pour le gagne-pain, comme il n'y a pas aussi le travail, on est obligé de faire avec. D'après les mesures de précaution qu'on a pu mettre, c'est pour ça que je suis monté. L'objectif de ces derniers, démonter pièce par pièce cet immeuble de 3 étages, avec pour ambition de le rebâtir. C'est le vendredi. C'est le lendemain qu'on a constaté. On compte démolir tout le bâtiment. On va tout enlever. Ici, il y a un autre bâtiment, on va refaire tout enlever jusqu'au sol avant de rebâtir. Pourtant, malgré le risque flagrant que représente l'inclinaison de ce bâtiment, aucune disposition sécuritaire n'a été prise. Ni évacuation des résidents alentours, ni aucune balise de sécurité autour de l'habitation afin de dissuader quiconque de s'en approcher. À la place, des piliers d'acier censés soutenir la structure jusqu'à sa démolition. Mais comment en est-on arrivé là? Un expert en gestion de crise habitation tente de trouver une explication. Plusieurs choses peuvent causer l'effondrement d'un bâtiment. L'autoconstruction sans plan d'un ingénieur. Il peut y avoir aussi l'absence d'un bon élément dans la construction susceptible d'affecter la solidité du bâtiment. Nous pouvons aussi avoir une mauvaise étude géotechnique. Pourtant, selon les témoignages hors caméra de certains voisins, le bâtiment présentait déjà des signes d'affaiblissement. Les faiblesses peuvent être observées à travers les fissures de la fondation, le soulèvement ou l'affaissement même assez important de la dalle de plancher. Nous pouvons penser à un mur qui commence à se pencher.
Depuis le 5e arrondissement au quartier Lok-Bessou, je me trouve actuellement en équilibre précaire. Le même équilibre précaire que les habitants de cet immeuble rez-de-chaussée de 3 niveaux ont ressenti sur ce bâtiment qui s'est affaissé sur l'autre qui sert actuellement de pilier de soutien à ce dernier. Les maçons sont à pied d'œuvre actuellement pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, retirer ce qui peut encore l'être, parce que bien évidemment, ce bâtiment menace l'autre situé juste à côté qui est lui aussi habité. Les habitants n'ont pas encore quitté les lieux et actuellement, c'est un calme précaire qui règne ici. Depuis Lok-Bessou dans le 5e arrondissement, pour Equinox Télévision, nous sommes Cédrine Digne et Steve Boulet. Un trio de présumés kidnappeurs est entre les mains de la direction régionale de la police judiciaire du centre. Ils sont accusés d'avoir fait miroiter à une jeune commerçante une opportunité de crédit pour rentabiliser ses activités. La victime a mordu à l'hameçon. Elle a été piégée sur Facebook. Il s'agissait en réalité d'une arnaque et d'une nouvelle stratégie d'enlèvement qui prend corps au Cameroun. D'autres détails avec Joël Essengue et Guy Zogo. 3 présumés kidnappeurs, Narcisse Nanfo, 28 ans, Elvis Chodjoun-Dogmo, 21 ans et Aimé Ivan Sanjé, 20 ans, viennent d'être mis hors d'état de nuire par la division régionale de la police judiciaire du centre. Tout est parti de l'enlèvement par des inconnus de Henriette Yannick Elono Até, âgé de 23 ans. Les suspects l'ont invité à Douala à travers la plateforme Facebook. Ils lui ont fait miroiter un emprunt d'argent à rembourser quelques mois plus tard. Donc naïvement aussi, elle s'est retrouvée dans la ville de Douala et elle a été kidnappée. Dans la foulée, ces kidnappeurs ont rendu public des images de la victime dans un piètre état et ont demandé une rançon qu'ils n'ont pas obtenue. Des images et des vidéos devenues virales dans les réseaux sociaux ont fait le tour du monde et ont été envoyées à sa famille. Les ravisseurs exigeaient alors le paiement d'une rançon de 3 millions de francs CFA pour sa libération. Immédiatement, nous avons engagé des investigations. Localisés à Douala par la police, avec le soutien de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication antique, les présumés kidnappeurs ont été interpellés. Le 29 juin 2021, au petit matin, ils sont descendus sur le terrain et ils ont cassé la porte de la maison où se trouvaient les suspects et la victime. Et les 3 suspects, nommés Manfo Narcisse, Ndogmo, Chedjou Elvis et Sandy Ivan, ont été interpellés du coup. Quant à la victime, elle a été retrouvée vivante, mais dans un état fort préoccupant. La victime a été retrouvée dans une chambre de fortune, dans cette habitation, dans un état de fatigue extrême, parce que les ravisseurs lui ont fait inoculer des substances psychotropes et pharmaceutiques. Elle a tout de suite été conduite dans un centre hospitalier de la place pour sa prise en charge. Et une fois arrivée à Yaoundé, elle a été conduite à l'hôpital de la police pour un check-up complet. Ces ravisseurs disposaient plutôt d'un arsenal pour arriver à leur fin au moyen d'agressions et de divers forfaits. La police appelle les populations à se montrer prudentes vis-à-vis des réseaux sociaux à travers lesquels nombre de crimes se commettent désormais. Les 3 présumés kidnappeurs seront présentés au procureur de la République. Dans ce chapitre consacré à la lutte contre l'insécurité, c'est une foule en colère qui a failli en découdre avec des présumés malfrats stoppés net dans leur sale besogne. La scène se déroule à Loé, village situé dans l'arrondissement de Mandjo, une localité en proie à une insécurité grandissante. Les hors-la-loi, âgés pour la plupart de 20 ans, méditent leur sort à la brigade de gendarmerie de Mandjo. D'autres détails avec Mathilde Akemazou, Jacques Molon et Julienne Berthe-Bissaille. C'est grave à l'eau, parce que l'insécurité à l'eau, vous dormez, même ils viennent soulever. Nous sommes en train de supplier l'État de nous envoyer même un poste de police. C'est un cri de détresse émis depuis la localité de Loé, un village de l'arrondissement de Mandjo, en proie à une insécurité grandissante. Depuis des semaines, les populations ont perdu le sommeil suite aux multiples cas d'agression,
cambriolage et braquage à main armée. Ils sont venus casser les maisons, voler, prendre la moto du maire, le troisième adjoint au maire, le quatrième adjoint au maire. Ils ont encore pris sa moto avant-hier. Ceux-ci, les mêmes enfants, si qu'on les amène, ils sont déjà entrés dans la même boutique au moins 4 fois. Première fois, ils ont déclaré qu'ils ont pris 30 000 francs avec les choses qu'on n'a pas déterminées. Ils nous agressent même dans les rues, dans les routes du quartier. Avec les fusils, ils sont armés. C'est une habitude. Au cours d'un mois, on a eu au moins la sécurité. Bon, c'est même celui comme ça, il arrive, ils entrent. Tu ne t'en rends pas compte, ils portent ce qu'ils vont porter. Bon, nous sommes fatigués, c'est grave. Même les comités de vigilance mis sur pied pour freiner l'action des malfaiteurs n'a rien changé. On ne s'en sort pas, ce n'est pas facile pour nous. On a essayé de faire un comité de vigilance. Vraiment, ce n'est pas facile. Le vol est grave à Mandjo. Face à cette incapacité, les habitants essayent de se protéger par leurs propres moyens. La semaine dernière, un individu non identifié recevait plusieurs coups de machette de ses bourreaux avant de rendre l'arme. Selon des témoins, la victime avait pour habitude de dévaliser des camions marchandises au lieu d'y coller la mission. Dans l'espoir de vaquer à leurs occupations en toute quiétude, les populations de Mandjo lèvent les yeux vers le ciel en attendant l'intervention des pouvoirs publics. Une famille est sous le choc à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Elle a assisté impuissante au décès brusque de l'un des leurs, un quadragénaire. Il s'était pourtant réveillé avec des maux de tête et des douleurs au niveau des articulations. Alors que sa famille s'apprêtait à lui fournir des médicaments, il s'est écroulé et ensuite est mort dans des circonstances troubles. La famille souhaite que la police, la gendarmerie, ayant ouvert une enquête, fasse la lumière sur ces circonstances non élucidées de ce décès mystérieux. Des précisions avec le Clé de Sakem. Ce bébé d'à peine quelques mois, agrippé au sein maternel, ne connaîtra jamais le bonheur de la chaleur paternelle. Le sien vient de quitter la terre des hommes dans des circonstances troubles au quartier Bamenji, au lieu-dit école publique groupe 3 dans l'arrondissement de Bafoussam 1er. Hey, Malé, que j'ai vu. Maman. Dans ce logement de fortune, le mystère plane autour de la mort subite d'un certain Serge, coiffeur dans la ville de Bafoussam, 40 ans révolus. Son épouse était loin de s'imaginer que leur rencontre, il y a moins de 48 heures, sera la dernière. Je l'ai trouvé ici là hier, avec la femme de mon petit. On était là, ici, en venant là, il avait la betterave en main et la boue de diamètre là. On se sépare dans les bonnes conditions. J'étais surpris ce matin. On m'appelle seulement que voici Serge qui est couché. C'est comme s'il est mort, je ne sais pas. Si on revient maintenant, on dit que c'est vraiment confirmé. On entre là-dedans, on appelle fatigué. On ne se réveille pas. Ce père de famille a, selon le voisinage, évoqué un malaise au petit matin de ce lundi. En l'absence de sa femme, ce sont ses enfants qui sont allés chercher quelques comprimés pour soulager leur papa. Malheureusement, le sort en décidera autrement. Ce qui concerne la mort tragique de mon frère Élie, c'est que ce matin, il s'est levé, allait faire pipi, rentrer à son chevet du lit. Et cependant, il disait qu'il déclarait qu'il sentait un peu mal à la tête et mal un peu aux articulations. Aussi rapidement, le frère Kader est allé lui acheter le comprimé. Malheureusement, il n'avait pas bu le comprimé. Il a subitement rendu là. Et que à la veille, il y a eu une petite dispute. Cette lourde atmosphère a prévalu toute la matinée de ce lundi. Les tergiversations vont bon train, mais rien de précis sur les causes réelles de cette disparition subite. Les éléments de la brigade informés sont allés faire le constat. Une enquête est ouverte. Oui, ça c'est pas possible.
le torchon brûle entre des commerçants du marché Ndokbassi et la municipalité à Douala 3e. Il leur a demandé de payer entre 3 000 et 15 000 francs CFA par mois pour des droits de place, montant jugé élevé selon ces commerçants. Ils ont tenu à le faire savoir. Certaines boutiques ont été mises sous scellé, suscitant un grincement de dents parmi les commerçants. Le maire, quant à lui, refuse de reculer sur ces montants, ces prix pour des droits des places. L'intervention de l'autorité administrative peine à susciter un arbitrage entre les deux parties. Un conseil municipal pourrait également examiner cette préoccupation formulée par les commerçants du marché Ndokbassi. Évocation avec Xavier Foka et Warren Zede. Des boutiques sont en train d'être décelées au fur et à mesure que les propriétaires s'acquittent du fameux droit de place. Principal sujet de désaccord ici au marché de Ndokbassi, dans le 3e arrondissement de Douala, entre les commerçants d'un côté et l'autorité municipale de l'autre. Des centaines d'autres restent fermés ici, où la présence bien remarquée des forces de maintien de l'ordre a réussi à dissuader des commerçants qui entendaient observer un mouvement dénommé marché mort. Ils ont scellé. Ils continuent à sceller les boutiques, les gens disent que bon, quand c'est là, nous on grève, on ne peut pas. Il y a un groupe de commerçants qui se sont passés pour maîtres du territoire, qui intimident les commerçants, les disent vous ne pouvez pas entrer tant que nous avons fermé, vous aussi vous devez fermer. Une sorte de protestation contre le paiement du dit droit de place exigé par la mairie. Le maire de Douala 3e a estimé en collaboration avec son conseil municipal que ces droits de place pour les boutiques ici à Ndokbassi au rez-de-chaussée, c'est 15 000. Celles à l'étage, c'est 10 000. Le maire également insistait que les commerçants des boutiques payent, des commerçants des comptoirs payent 3 000 francs. Des sommes trop élevées, selon les commerçants, qui disent avoir contribué pour l'aménagement du dit marché. Les commerçants ont formulé une requête au maire pour lui faire comprendre que en réalité, le montant de droits de place était vraiment élevé. À partir du moment où c'est les commerçants qui avaient financé la construction. Une position prise par la plupart des commerçants du marché Ndokbassi. Nous ne refusons pas de payer les quittances, non, mais on demande qu'ils vont faire une réduction. Si on pourrait nous mettre à 5 000, on pourrait s'en sortir parce que le marché, c'est un marché de carrefour. Faute de consensus, les activités restent paralysées au marché de Ndokbassi sous l'œil vigilant des forces de maintien de l'ordre et de la police municipale. Face aux doléances des commerçants, le maire dit maintenir cette mesure pour le moment. Jusqu'au mois de juin, jusqu'au mois de 30 juin, les droits doivent être ceux qui ont déjà été votés par le conseil. Le conseil est prévu dans quelques jours. Il y aura de nouveaux montants qui seront arrêtés, qui sans doute ne seront plus les mêmes avant. Une déclaration qui sonne comme une lueur d'espoir pour ces commerçants. En attendant la tenue du dit conseil dans quelques jours, les activités sont au ralenti et l'autorité municipale entend poursuivre ceux qui ont illégalement enlevé les scellés. Dans l'actualité, la recrudescence des cas de violation des droits humains inquiète la société civile. Au moins 44 incidents ont causé la mort d'une soixantaine de personnes dans des zones de conflit au Cameroun. Un pointage effectué durant le mois de juin 2021. Il s'agit des actions et des pressions et violences exercées par des groupes séparatistes sur des populations, les cas d'enlèvement ainsi que des arrestations arbitraires et exécutions extrajudiciaires des populations. C'est du moins ce qui ressort du 6e rapport sur les droits humains, un rapport qui a été rendu public par le groupe de travail du collectif Stand Up for Cameroun, une organisation non gouvernementale qui s'est également penchée sur un cas de violation de droits au logement observé à Douala, là où plusieurs centaines et des milliers de familles ont été évincées de force par les autorités sans recasement ni indemnisation. Ce groupe de travail a égrené un chapelet de recommandations pour mettre fin aux évictions forcées et aux violations survenues dans le cadre des crises sociopolitiques et des velléités sécuritaires au Cameroun. Je vous invite à suivre le porte-parole de ce groupe de travail du mouvement Stand Up for Cameroun sur le rapport sur la situation des droits de l'homme pour le mois de juin 2021.
La situation n'a pas du tout changé. Nous avons toujours pu identifier le cas des décès qui ont été plus nombreux au cours de ce mois, des cas de kidnapping et aussi principalement des cas de violence basées sur le genre, parce que nous avons été tous témoins, que ce soit sur les réseaux sociaux, par l'actualité de notre pays, des violations et des violences dont sont victimes les femmes et les jeunes filles. Nous avons des cas de viol, des cas de torture, des cas de traitement inhumain à l'endroit de la femme. Mais nous avons aussi beaucoup plus mis un accent sur les cas d'éviction forcée qui sont tenus principalement à Newton Aéroport. Même si dans le cadre du groupe de travail, nous faisons une documentation de tous les cas d'éviction qui sont faits dans la ville de Douala, mais principalement le cas de Newton Aéroport nous intéresse parce que nous sommes arrivés à la deuxième casse qui s'est tenue dernièrement le 24 juin. Et nous nous sommes rendus compte que notre gouvernement n'a pas pris en compte plusieurs éléments qui constituent le fondement même de la vie des êtres humains de ce côté-là. Principalement le fait que le recensement exhaustif des populations victimes de ces évictions-là n'a pas été fait jusqu'ici. Le groupe de travail a relevé l'information du kidnapping de ces 6 délégués et du décès d'un des délégués. Mais on retient aussi que l'autorité en charge du département n'est jusqu'ici pas réapparu pour effectivement donner le compte rendu de la situation et donner la suite de ce qui s'est passé. Malheureusement, nous avons appris que celui qui est décédé a été enterré de façon anonyme, ce qui n'est pas déjà normal. Donc jusqu'ici, nous n'avons pas le point de l'autorité en charge de ce département pour nous dire ce qu'il en est de la situation jusqu'ici. Si rien n'est fait, les répercussions économiques de la crise sanitaire seront désastreuses pour des entreprises et des consommateurs camerounais. Le constat qui est fait, les prix de certains intrants et matières premières ont flambé sur le marché international. À cela s'ajoute le coût très élevé du trafic maritime et une chute drastique du nombre de conteneurs en direction de l'Afrique. Les premiers effets sont la montée vertigineuse des prix des produits manufacturés au Cameroun, ceci sans aucune réaction du gouvernement. Explication avec Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. Ce qu'on pourrait appeler la folie du transport maritime débute en 2020. Au premier semestre de l'année dernière, les économies sont affectées par la pandémie à coronavirus. Au plus fort de la crise sanitaire, les ménages sont confinés, le travail à distance a pignon sur rue. Conséquence, les volumes de production des biens et services connaissent une chute historique. Logiquement, les producteurs et transporteurs de conteneurs réduisent de 30% leur flotte sur les routes commerciales. Mais contre toute attente, les plans de relance des économies mis en œuvre aux États-Unis et en Europe entraînent une forte demande des biens. Américains et Européens commandent massivement en Asie, notamment en Chine, un pays qui a maîtrisé la crise du Covid-19 et s'est longtemps déconfiné. Les conteneurs autrefois immobilisés sont sollicités de par le monde, sauf que les chargeurs africains, notamment n'ayant pas assez de volume d'exportation ou d'importation, sont obligés de subir une hausse inédite des taux de fret, tandis que les lignes Chine-Europe ou Chine-États-Unis sont à $2,000 par conteneur, les lignes africaines sont à $6,000 par conteneur de 40 pieds, soit 2 fois plus cher qu'il y a 4 mois. Un taux auquel il faut ajouter les frais de transport négociés annuellement entre l'amateur et le client. En dehors du faible volume des chargements en Afrique, un pays comme le Cameroun voit les opérateurs de l'import-export subir une nouvelle taxe. Au port autonome de Douala, des pénalités comprises entre 150 000 francs CFA et 300 000 francs CFA entrent en vigueur dès la fin 2020. Le port parle de frais d'encombrement appliqués au-delà de 15 jours de stationnement. Des pénalités qui font grincer les dents des opérateurs de l'import-export qui disent avoir été abandonnés par le gouvernement face à un choc économique sans précédent dans leur secteur d'activité. Pour affronter les difficultés à s'approvisionner en matières premières pour les entreprises agroalimentaires et industrielles, certains opérateurs envisagent d'augmenter les prix chez le consommateur final, lorsque d'autres ne l'ont pas déjà simplement fait. À présent de l'affaire Malika et du journaliste Martin Kamumim. Selon les dernières informations, la date de la première audience de cette affaire est connue le 22 juillet 2021. Les deux parties doivent être en confrontation devant le tribunal de première instance de Bonanjo à Douala à la suite d'une citation directe introduite par la plaignante et son collectif d'avocats.
D'ailleurs, ce collectif a fait un point de presse afin d'égrener les chefs d'accusation retenus contre le journaliste Martin Kamumim et Wilfried Eteki impliqués dans cette affaire de mœurs. Je vous invite à présent à suivre Maître Dominique Fous, qui est à la tête de ce collectif d'avocats qui apporte une assistance juridique à la jeune Malika. Nous avions annoncé lors de la première communication que nous avions déposé auprès du procureur de la République une citation directe afin qu'il nous donne une date. Enfin, nous avons obtenu cette date qui est le 22 juillet 2021. Ce jour devront comparaître devant le tribunal messieurs Wilfried Eteki et monsieur Camus Mim. Ils viendront répondre des chefs de délit que nous avons annoncés dans notre citation directe. Monsieur Mim et monsieur Eteki sont poursuivis pour les faits de publication obscène, de fausses nouvelles, proxénétisme et diffamation. Alors, ces infractions ont été visées dans le cadre de la citation directe que nous avons déposée au tribunal de première instance de Douala-Bonanjo. Ils ont finalement été adoptés les nouveaux statuts de la Fédération camerounaise de football, 82 voix pour et 11 voix contre et 2 bulletins nuls. Il faut préciser que le ministère des Sports était bel et bien représenté à cette assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football après une journée où il y a eu de vives tensions entre quitus accordé à l'Assemblée générale extraordinaire et un premier refus du gouvernement qui finalement a cédé sous la pression de la FIFA et de la CAF. Sur le déroulement des travaux, je vous invite à suivre le président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Njoya. Vous avez pour mission de parvenir à l'adoption des projets de texte ci-après. Il s'agit des projets de statut, du code électoral, du code disciplinaire, du code d'éthique et du règlement financier. Il n'est point besoin de vous rappeler ici que les imperfections relevées dans les précédents textes ont été préjudiciables au football camerounais. Chers délégués, il vous revient en conséquence d'adopter des statuts qui permettront une meilleure organisation et un bon fonctionnement de la FECAFOOT, un code électoral objectif et neutre, un code disciplinaire transparent, un code d'éthique approprié et un règlement financier transparent. Au sortir de ces assises, les conclusions de vos travaux doivent être le socle d'une nouvelle FECAFOOT, plus dynamique et moderne, avec des textes qui assureront à notre fédération une stabilité garante du développement de notre football dans l'harmonie et la sérénité, loin d'interminables conflits. Le football retrouvera ainsi sa place dans les stades, loin des prétoires. Chers délégués, les yeux du monde entier sont tournés vers nous, et plus particulièrement la FIFA et la CAF qui suivent avec intérêt nos travaux, comme le témoigne la présence en visio de leurs représentants respectifs. Soyons honorés d'écrire la nouvelle page de notre fédération. Après 7 heures de travaux, des acteurs du football réagissent. Le professeur Kouvondor relève quelques inquiétudes sur ces textes qui ont été adoptés lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football. Je vous invite à l'écouter. Nous y reviendrons. Parlons de football toujours. Après avoir refusé d'organiser la première Coupe d'Afrique en 1957, l'Égypte, tenant du titre, avait accueilli la compétition 2 ans plus tard. Le trophée continental était resté sur le sol des pharaons d'Égypte, vainqueur de la phase finale de cette compétition célébrée avec faste, en dépit des cicatrices de la crise du canal de Suez. Évocation dans ce reportage signé Jean-Paul Chouniat sur le chemin de la CAN édition 2022. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. All no doubt with their own interests in mind, or such is the nature of international power politics.
La crise du canal de Suez évacuée au prix d'une guerre éclair de 10 jours. L'Égypte se relève de ses décombres et remet à neuf ses infrastructures en vue d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football qu'elle avait manqué d'organiser 2 ans plus tôt au profit du Premier ministre Saïed Ismaël Al-Azouri qui en fit un succès politique et diplomatique pour son pays, le Soudan. Identity, to revive a sense of pride and self-respect. Inquiet de l'existence de l'axe pro-américain hachémite entre la Jordanie et l'Irak, présenté comme une menace sur le Moyen-Orient, des militaires syriens suggèrent au président Gamal Abdel Nasser l'idée d'une fédération regroupant tous les États arabes du monde. Le raïs égyptien s'y met à fond et la machine du panarabisme est en marche. Le peuple syrien approuve le projet d'unité entre leur pays et la terre des pharaons. À la suite d'un premier traité d'alliance militaire signé en 1955, le fondateur du parti Baas, Michel Aflaq, voit en ce projet de fusion des 2 États un moyen de faire baisser les tensions antérieures dues à la guerre froide, même si ce dernier ne croit pas la capacité de Nasser à unifier tous les pays arabes. Dans leur pourparlers, la Syrie cède aux exigences de Nasser, notamment le principe d'un État fortement centralisé, une armée dépolitisée et un système de parti unique, comme en Égypte. En dépit de la réticence du président syrien Choukri al-Kouatli, il signe avec son homologue égyptien l'acte de naissance de la République arabe unie le 1er février 1958 avec capitale au Caire. Et le 22 février, le régime de Gamal Abdel Nasser atteint son apogée. Il est élu chef de l'État de la nouvelle République arabe. The flags of Egypt and Syria fly side by side in Cairo as the 2 Arab nations merge. Presidents al-Kouatli of Syria and Nasser of Egypt lead in the political joining of the 2 states that are separated geographically by Israel. The new state, called United Arab Republic, will have Nasser as its president and Kouatli as vice president. The move appears popular with the Egyptian people. So the papers are signed for the United Arab Republic. Still to come are creation of a new constitution, parliament and flag. But for the first time since Saladin, 8 centuries ago, Egypt and Syria come under one rule. C'est donc dans cette euphorie d'espoir de regroupement de tous les États arabes que le pays des pharaons accueille la 2e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En dépit de nouveaux membres qui ont rejoint la Confédération africaine de football, notamment le Ghana en 1958, le Maroc, le Nigeria et l'Ouganda en 1959, seuls les participants de l'édition précédente sont au rendez-vous. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie, à l'exception de l'Afrique du Sud, évidemment exclus pour apartheid. Contrairement au système à élimination directe de 1957, la CAF préconise un mini-championnat entre les 3 prétendants au trophée Abdelaziz Abdallah Salem. Battant 4-0 le 22 mai 1959, les Walia Antilopes d'Éthiopie et 2-1 les Crocodiles du Nil. Les pharaons d'Égypte conservent leur titre et sont désormais double champions d'Afrique. Sacré meilleur buteur, un Égyptien, Mahmoud El Gouari, 3 réalisations. Le Soudan, 3e en 1957, occupe désormais la 2e place et l'Éthiopie, bon dernier. Aucune victoire sur les 2 éditions. 0 but marqué, 9 encaissés. Les 2 arbitres de cette CAN sont tous des étrangers, le Croate Zivko Bajic et le Grec Tissis. La compétition enregistre 15 buts en 5 matchs, soit une moyenne de 3 buts par rencontre. Les 2 pères fondateurs, le Soudan et l'Égypte, ont déjà abrité le tournoi. Tous se donnent rendez-vous pour 1961 en Éthiopie. La Tunisie et l'Ouganda, devenus membres de la CAF, sont désormais au garde à vous pour la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, chez le Négus, Haïlé Sélassié. Ce programme vous a été offert par Kadjibir. Notre patrimoine, c'est vous. Un public reportage dans ce journal, des passionnés de musique désirant développer leur art musical sont désormais édifiés grâce aux masterclass musique et digital mises en place par Orange Cameroun, une occasion pour les femmes, les passionnés de musique de maîtriser les ficelles du métier et de mieux utiliser les plateformes digitales au Cameroun et sur le marché international de la musique. Reportage.
je dis l'argent, c'est la dernière des choses qu'il faut. Et à la tête, on doit tout s'aboutir. Mais vous parlez aujourd'hui de côté numérique, comment gagner cet argent, comment nos chansons nous rapportent de l'argent, l'image, de la valeur avec le numérique, le téléphone. Donc il est important de se mettre dans un environnement, l'environnement musical. Je suis Bob Ndidi, je suis producteur et agent artistique. Aujourd'hui, je viens donner une formation sur un sujet important pour la carrière des artistes au Cameroun. Ce que la chanson peut rapporter comme agent, je réduis ça comme ça, ce que la chanson peut rapporter en termes de revenus. Et j'étais content parce que j'étais surpris de voir certains artistes, Charlie Nellet, Oumba et tous les jeunes qui sont venus. Ça veut dire que c'est un sujet qui intéresse énormément les jeunes, qui intéresse énormément les artistes. J'espère que ce que je leur ai apporté comme ma modeste contribution, ils l'ont compris et comme ils ont dit eux-mêmes, ils vont se mettre au travail dès aujourd'hui parce qu'on ne fait pas la musique seulement pour le plaisir. C'est vrai que c'est un jeu, on joue de la musique, mais un jeu qui rapporte. On gagne en image, on gagne en argent. Et je profite pour dire merci à Orange Digital Center qui a initié ce projet, qui permet aux gens de se retrouver, qui nous permet de partager. Et ensemble, on fait évoluer la musique camerounaise en particulier et africaine en général. Le contenu de quelqu'un et son image vont ensemble. Si tu es un artiste gospel, comme Called Out, dès que quelqu'un te voit, dès qu'il entend ce que tu chantes et il te voit, il peut mettre les deux ensemble. Choisir les activités qui vont te donner un buzz free. Il faut être là où on va parler de toi sans avoir de vie. Yes, I'm called H. Pizzo. I sing folklore and world-class music. I'm very happy. I'm glad with the capacity building that Orange has offered for home-based artists. The digital platform issue, it's something that is a major setback to many rising artists, especially at home. So since a new concept, we really thank Orange. Je m'appelle Paul Alexis Ekeke. J'ai été vraiment honoré d'être à ce Digital Conference d'Orange. Et pour moi, c'est une occasion vraiment d'apprendre, de pouvoir davantage affiner mes connaissances dans le domaine du digital, dans l'utilisation des réseaux sociaux et également des applications qui permettent de faire des publications en ligne. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, le droit de place divise fortement les commerçants du marché Ndokpassi et la mairie de Douala 3e. Les prix varient entre 3 000 francs CFA pour ceux qui ont des comptoirs et 15 000 francs CFA pour ceux qui disposent des boutiques dans l'enceinte du marché. Les commerçants trouvent ces prix extrêmement élevés car, disent-ils, ils ont contribué à la construction de ce marché. Mais la mairie n'entend pas reculer. Elle a besoin, dit-elle, de ces droits de place afin de faire fonctionner sa municipalité et entretenir l'équipement marchand. Presque toutes les boutiques ont été mises sous scellé. Les commerçants menaçaient de faire grève. Il a fallu une mobilisation de la police pour les dissuader, mais ils ont maintenu la pression et le prochain conseil municipal pourrait se pencher sur cette épineuse question. C'est Alain. Et c'est finalement tenu cette assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT et les textes ont été
adoptés. Ceci après la pression et les menaces venues de la FIFA et de la CAF à propos de l'organisation de la CAN édition 2022 et surtout du soutien réitéré à l'équipe Seydou Mbombo-Njoya assurant l'intérim à la tête de la Fédération camerounaise de football. Vous l'avez dit, les textes ont été adoptés après 7 heures de travaux. Certains ont soulevé quelques exceptions sur des particularités évoquées dans les textes, mais dans l'ensemble, selon le président Seydou Mbombo-Njoya, il y a eu des débats au fond et une adoption des statuts cap à présent sur l'élection des nouveaux dirigeants de la Fédération camerounaise de football. C'est donc l'essentiel qui en sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain.